c'est peut-être de dialoguer entre nous sur ces risques. Alors je vous présente, même s'il n'y a plus vraiment besoin de vous présenter, parce que j'ai vu que depuis hier, vous êtes assez présent, en tout cas sur cette question-là. Sébastien Leroy, vous êtes maire de Mandelieu-la-Napoule, et en même temps, et c'est peut-être à ce titre-là que vous êtes à cette table ronde, vous êtes coprésident de la mission de prévention et gestion des risques de l'Association des maires de France. C'est vrai que votre ville est particulièrement touchée, en fait, étant sur le bassin méditerranéen, les inondations qu'on a pu voir à Valence, vous avez été aussi concerné. Et donc j'ai envie de dire que je vous entendais évoquer la responsabilité juridique des maires et peut-être le millefeuille législatif auquel vous êtes confrontés. Donc moi peut-être que la première question c'est est-ce que la législation est pour vous, on va dire, une contrainte ou un soutien dans cette responsabilité particulièrement criante que vous avez dans la gestion des risques environnementaux? Bonjour, déjà merci pour votre invitation, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un sujet qui est essentiel, fondamental, puisqu'on le voit avec l'évolution même des derniers mois, des dernières années, ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en France, dans le Var, en Ardèche, et dans la tempête Alex, et même sur ma ville, effectivement, il y a quelques années. Aujourd'hui, on est face à un défi qui est énorme, qui est celui de transformer des territoires pour s'adapter à une réalité, tout simplement, qu'on a très longtemps négligée, et qui est aujourd'hui en train de revenir quelque part le fondamental de tous les élus, maires et présidents d'intercommunautés de France, c'est que la nature va plus vite que nous. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les élus que nous sommes sont confrontés à la fois à la volonté de changer, d'aménager, de transformer et de faire en sorte que quelque part, ce qui peut être une calamité devienne une opportunité, et qu'on est effectivement totalement paralysé par un système normatif, législatif et maintenant financier qui fait exactement l'inverse de cet objectif. Et toute la difficulté, c'est que le maire reste pleinement responsable en tant qu'aménageur et que gestionnaire de ses citoyens, parce qu'il faut le savoir, le maire sera aujourd'hui, encore plus demain, la première ligne et le premier coupable recherché. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'évolution du système actuel fait exactement l'inverse et ça s'aggrave dans le mauvais sens. Du coup, moi j'ai envie, peut-être après je vous laisserai réagir, moi j'avais envie de vous demander, dans ce millefeuille juridique, d'abord, qu'est-ce que vous attendez finalement des avocats, si évidemment ils vous accompagnent dans cette gestion des risques, et surtout comment vous, finalement, puisque vous êtes maintenant coprésident de cette mission qui est une sorte de mission de réflexion sur comment les maires peuvent-ils, j'ai envie de dire, dans l'état actuel de la législation, comment vous pouvez avoir quand même une marge de manœuvre, et quelle marge de manœuvre? Comment vous la voyez prospectivement aujourd'hui et dans les années à venir? Alors très rapidement, les avocats ont un rôle essentiel à 3 niveaux. Premièrement, en tant que conseil, pour sensibiliser l'élu au rôle et au devoir qui est le sien et surtout aux obligations qui pèsent pour lui. La deuxième mission, c'est d'arriver à lui trouver un chemin dans le méandre de droit dont je parlais, qui malheureusement s'aggrave. Et la troisième mission, c'est quelque part aussi de lui permettre, si jamais il se retrouve dans des situations extrêmement compliquées, eh bien, de faire comprendre qu'il a fait le maximum. Mais pour faire le maximum, encore faut-il qu'il ait pu avoir connaissance du risque et les éléments pour agir. Et comment je vois l'évolution du système? Aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, le système est arrivé à un point de nécrose, de complexification, de contradiction et de dispersion de l'autorité, parce qu'il n'y a plus d'autorité de l'État au sens où on la comprend et on l'imagine en tant que citoyen, qu'on ne peut plus le réformer, il faut le refonder. Et pour le refonder, la seule chose qui peut fonctionner, c'est d'avoir un système opérationnel au niveau du terrain, qui ne peut se faire qu'au niveau de la commune et de la préfecture, avec bien sûr les intercommunalités dans les territoires qui en ont le besoin et la volonté, mais il faut que ça reste sur le volontariat, et que le schéma directeur de l'État soit un schéma cadre extrêmement clair, simple, mais souple. Et il faut que absolument le contrôle ne se fasse plus a priori, mais a posteriori. Parce qu'aujourd'hui, dans le système où nous sommes, même sur des sujets où la vie humaine est en jeu, c'est-à-dire de la protection des citoyens de leur vie, le moindre projet, c'est entre 10 et 15 ans de procédure. Et je ne vous parle même pas du temps des travaux. 10 à 15 ans de procédure administrative bureaucratique. Et pendant tout ce temps-là, l'élu reste responsable. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Et malheureusement, l'empilement des textes, l'empilement des lois, l'empilement des expressions, même si les objectifs sont extrêmement nobles et vertueux, ne font que complexifier. Vous voyez, on en parlait, c'est la loi ZAN par exemple.
objectif très vertueux, il faut renaturer, il faut préserver, protéger. Mais la loi ZAN, la façon dont elle a été écrite, conçue et mise en place, son seul effet, c'est qu'elle a encore plus paralysé, bloqué, et qu'on en arrive finalement à l'effet inverse, parce que même des projets vertueux aujourd'hui ne peuvent pas se faire à cause d'elle. Alors, je vais me tourner quand même tout de suite vers la société civile. Est-ce que finalement Antoine Gatté, le président de France Nature Environnement, partage à la fois ce regard critique sur la loi empêcheuse de projets écologiques et sur aussi la place que vous pouvez avoir dans un dialogue avec la collectivité finalement locale qui est en première ligne sur la gestion et sur la prévention des risques environnementaux? Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, je crois qu'on est face aujourd'hui à une triple crise, une triple crise écologique. On a la crise du climat et du réchauffement climatique et de ses conséquences, une crise de la biodiversité et une crise liée aux pollutions et aux déchets. Cette triple crise, elle a des conséquences sur la question de la gestion du risque d'un point de vue juridique. Jusqu'à présent, la gestion du risque, c'était quelque chose qu'on arrivait à peu près à maîtriser, qui étaient des risques un peu extérieurs, avec des phénomènes exceptionnels. Les scientifiques nous disent aujourd'hui que ces phénomènes exceptionnels-là vont devenir la règle. Donc quelque part, tout l'encadrement juridique de la gestion du risque, il est à repenser. Moi, c'est plutôt ça mon premier message. On ne peut plus envisager le risque de façon séparée. Il faut considérer aujourd'hui que le risque fait partie de la compétence des collectivités par rapport aux questions environnementales. La deuxième idée, c'est que ces risques-là, ils sont très liés au choix d'occupation des sols. Les conséquences d'un événement environnemental sur des populations sont intimement liées à qu'est-ce qu'on a mis, à quel endroit, quel type d'activité, quel type de population. Donc c'est évidemment les maires qui sont en première ligne sur la question non pas de rechercher des coupables, mais de rechercher des responsables. Encore une fois, c'est la responsabilité collective. Donc il y a effectivement Je voudrais quand même rappeler que historiquement, les lois sur l'urbanisme et sur l'occupation des sols ont été faites en réaction à des mauvais comportements quand même des élus locaux sur la base de politiques suraménageuses, de politiques qui ne prennent pas en compte l'ensemble des capacités et l'ensemble des fonctions des sols. Dans une des fonctions des sols, il y a une fonction de régulation qui est très souvent oubliée. Un sol, c'est pas juste un espace où on met soit une maison, soit une industrie, soit une éolienne. Un sol, c'est un espace qui a des intérêts écologiques de régulation. Un sol qui ne peut pas retenir l'eau, c'est un sol qui vous expose beaucoup plus à des problèmes d'inondation dans les années à venir. Donc la loi SRU, par exemple, était une loi qui est intervenue après une quinzaine d'années de mise en œuvre de la compétence urbaniste des communes pour dire attention, vous êtes en train d'aller pas dans le bon sens, il faut qu'on rappelle avec des planifications et puis ces objectifs environnementaux et notamment de régulation des sols. Suite à la loi SRU, ça n'a pas non plus bien marché et du coup on en est arrivé à devoir rajouter un objectif qui est un objectif de ZAN. L'objectif du ZAN, c'est pas, encore une fois, dans le zéro artificialisation, il y a le N qu'on a tendance à beaucoup oublier. Le ZAN, c'est la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire de faire en sorte que globalement, dans les capacités écologiques et les fonctions notamment des sols, on arrive à reconquérir et à ne pas perdre encore plus des fonctions des sols. Les chiffres, vous les connaissez, on est sur 30 000 hectares aujourd'hui par an qui disparaissent, c'est-à-dire de sols qui perdent leur fonction écologique. Et c'est pas que de l'urbanisation et de l'habitat. À 24%, c'est aussi des pratiques agricoles mauvaises qui bouleversent les capacités des sols. Quand on supprime les et tout ça, on est aussi sur des phénomènes d'artificialisation. Donc c'est le rôle du plan local d'urbanisme et des planifications territoriales d'envisager correctement la complexité de ce sujet, qui n'est pas uniquement un sujet est-ce que je peux construire ici ou est-ce que je ne peux pas construire là. C'est beaucoup plus profond que ça par rapport aux enjeux écologiques. Et dans cet accompagnement-là, nous, ce qu'on porte à France Nature Environnement, c'est de dire vous avez des citoyennes et des citoyens qui sont engagés pour la protection de l'environnement, qui ont cette expertise locale. Nous, dans le mouvement, on a 6200 associations partout en France, hexagonales en Outre-mer. On a des fédérations présentes sur tous les territoires. On produit de l'expertise, on produit des guides, et on participe, enfin vous le savez, quand on a des consultations publiques, vous avez monsieur et madame Martin d'à côté parce que c'est leur parcelle et qui ne veulent pas perdre d'argent parce qu'elle va être déclassée. Et celles et ceux qui viennent pour parler d'environnement, c'est très souvent les associations environnementales qui portent cet intérêt-là. Et je pense qu'un des secrets de la prise en charge collective, de la responsabilité collective, c'est de développer les processus démocratiques locaux. Vous parlez beaucoup des difficultés entre l'État et les collectivités. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi des difficultés entre les collectivités et les citoyennes et les citoyens dans la mise en œuvre de ces processus-là. Plus vous avez un processus ouvert, transparent, qui fait appel à la participation, plus vous responsabilisez tout le monde, les habitantes, les habitants,
les associations, toutes les activités, les chasseurs, les pêcheurs et tout ça. Et plus c'est facile de dire à Monsieur Martin, désolé Monsieur Martin, votre parcelle va être inconstructible parce que y a les pêcheurs qui ont besoin d'un cours d'eau avec des poissons dedans, il y a les chasseurs qui ont besoin de pouvoir passer sur votre parcelle, il y a les associations environnementales qui ont besoin de pouvoir continuer à suivre et à valoriser les qualités écologiques de ces milieux-là. Donc je pense qu'il faut vraiment recentrer ça. Enfin nous on porte beaucoup de propositions et je pense qu'on travaille beaucoup avec l'AMF et avec les élus sur ça, de proposer des solutions de construction collective. Et quand on est sur ça, la responsabilité elle est très collective après. Et on ne dira pas le maire est coupable. On dira collectivement nous avons été responsables de mauvais choix ou de ne pas avoir été assez vite sur ces questions-là. Oui, alors justement, peut-être que donc, ce que j'entends, c'est que finalement, par exemple, s'agissant de Valence, l'inondation n'est pas simplement ce que vous dites, en fait, un effet du dérèglement climatique, c'est aussi des choix d'urbanisation qui ont considérablement, en fait, accéléré, voire on aurait pu prévoir que ça existe. Alors moi, du coup, je vais vous poser la question. Est-ce que vous intégrez, en effet, le dialogue avec, finalement, la société civile dans cette vision que vous avez de l'urbanisme en prévention des risques, ou est-ce que, finalement, il n'y a que, en effet, la question du respect de la norme sans avoir finalement une vision proactive de l'aménagement de votre ville, et est-ce que c'est possible? Et puis, juste deuxième question, parce qu'on a beaucoup entendu à Valence les citoyens mettre en cause en fait la responsabilité et de la commune et de l'État en disant vous ne nous avez pas apporté les secours. Moi j'ai envie de dire quelle est la responsabilité civile et pénale des maires dans ces dossiers de dérèglement climatique? Alors, vaste sujet, on pourrait en parler très longtemps. Non, tout simplement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aménager une ville ou un territoire sans concertation, à la fois avec la société civile naturellement et les citoyens. Et j'inclus là-dedans les associations, les sachants, très importants. Et une ville ne peut pas être vertueusement et paisiblement aménagée sans cela. C'est la fondation et la base. Alors après, bien sûr, vous avez des villes qui le font plus ou moins que d'autres, c'est certain, comme partout dans toute société humaine, mais dans la très très grande majorité, c'est vraiment une construction collective avec des réunions publiques et c'est très important. La problématique, et je reviens à ce que je disais, c'est que tout cela, c'est la théorie, mais la réalité en France, c'est que vous ne pouvez pas aménager un territoire sans être contraint par la législation, la réglementation de l'État. Parce que même votre plan local d'urbanisme, en réalité, ce n'est pas l'élu qui le fait. Ce n'est pas l'élu et les citoyens. Vous faites un projet, mais il passe au contrôle de légalité, il est analysé et il est retoqué pour appliquer justement ce qu'impose la loi. Ce n'est même pas les agents de l'État, c'est ce qu'impose la doctrine, ce qu'impose, vous voyez, la loi SRU. Moi, je suis un opposant acharné de la loi SRU parce que je trouve que c'est une mauvaise loi dans le sens où elle est monolithique et elle ne tient aucun compte des spécificités du territoire. Moi, ma ville, à 80% inconstructible à cause des inondations et des incendies, je dois faire une urbanisation de 7000 logements en 18 mois. Je dois plus bétonner ma ville en 18 mois que ce qu'on a fait depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est impossible. Et pourtant, on me l'impose. Et quand je soumets mon document d'urbanisme, eh bien l'État me dit voilà, ben moi je veux là de la construction, là de la construction, là de la construction, ça doit être construit, bétonné. Vous l'impose et après, quand vous avez un autre service d'État qui va dire non, mais là vous construisez pas, là vous construisez pas, là vous construisez pas. Vous voyez, et tout est bloqué. Alors naturellement, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on en est à cette colère des maires qui se répand de partout? C'est parce qu'on le dénonce depuis des décennies et que non seulement rien ne change, mais que tout s'aggrave. Et la paralysie, vous voyez ce que je disais sur la loi ZAN, c'est qu'on rajoute encore de la complexité. Parce que la loi ZAN, elle ne vient pas annuler la loi SRU, elle vient se surajouter. Et donc vous devez en permanence essayer de faire des choses qui sont totalement contradictoires, incompatibles, et vous ne faites rien. Et face au risque majeur, ne rien faire, c'est irresponsable. Alors la problématique, et vous le disiez, la responsabilité de l'élu. Malgré le fait qu'il soit pieds et poings liés, elle est complète, totale, civile, mais surtout pénale. Parce que malheureusement, quand il y a une catastrophe, je peux vous dire que la seule chose qui va après rester, c'est comment vous avez géré la crise, comment vous avez appliqué votre plan communal de sauvegarde. Et là, j'invite tous les élus à lire très attentivement leur PCS pour voir s'il est bien rédigé, s'il est à jour. Parce que quand vous allez après vous retrouver devant les magistrats, je peux vous dire que la construction collective, la possibilité de faire ou de ne pas faire, les contradictions de la loi, ça n'existe pas. Le magistrat, il va dire « Monsieur le maire, vous savez, vous n'avez rien fait, vous êtes coupable ». Moi, je connais des élus, y compris des élus qui étaient élus à peine depuis 6 mois, qui ont été condamnés pour homicide involontaire
alors qu'ils n'avaient ni fait de PCS, qu'ils n'avaient pas eu d'alerte météo, et ils ont été condamnés, leur vie s'est terminée. Et ça, c'est une réalité. Alors moi, je veux bien que la théorie, les objectifs sains soient ce qui nous guide, parce qu'il faut de l'ambition, mais malheureusement aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire changer tous ensemble. Oui, parce que sinon, quel est l'intérêt finalement de votre mission, vu le regard négatif que vous avez sur l'impossibilité? J'imagine que vous allez faire des propositions dans cette mission. Alors moi, en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'un certain nombre de maires sont peut-être d'ailleurs un peu perdus dans ces responsabilités, dans cette lecture, et que peut-être là, l'avocat, alors je ne sais pas si vous avez une réflexion dans cette mission sur la place du conseil juridique, mais de ce que j'entends, c'est que vu sa technicité, il y a en tout cas besoin d'avoir un regard de professionnel, et que si quelques villes, je le sais, vous êtes avocat, donc c'est plus facile pour vous, mais si quelques villes ont ce regard juridique déjà aiguisé, il faut peut-être prévoir dans la mission que ce regard-là puisse être mutualisé pour les communes, peut-être les plus petites. Alors moi, je voudrais quand même demander à Antoine Gatté, est-ce que c'est absolument impossible que dans ce dialogue entre la société civile et le maire, on ne puisse pas quand même, dans ces lois-là qui ont aussi une vertu quand même de protection, elles n'ont pas été faites que pour un empêchement des maires, est-ce qu'on peut quand même avoir des solutions de prévention et dans ce dialogue-là? Est-ce qu'il n'y a pas que ce côté très contraint du maire? Est-ce que... C'est une vision très noire quand même que vous portez, parce que nous on est présents. C'est une vision réaliste. Alors nous aussi on a une vision réaliste. Il faut parfois voir la réalité que de vivre dans un monde qui n'existe pas. Alors nous on vit dans un monde qui existe parce qu'on est présent sur tous les territoires et au plus proche des territoires et dans toutes les communes, et on a des associations et on travaille sur toutes les communes. Je voudrais quand même rappeler que juridiquement on est dans un État unitaire décentralisé, donc c'est normal que ce soit l'État qui fixe les règles et qui protège. Enfin, c'est un principe de base quand même. La décentralisation, là je prends mes collègues maires témoins, elle n'existe que sur le papier dans notre pays depuis bien longtemps. Donc c'est normal que ce soit l'État qui fixe les règles et qui protège effectivement et qui fixe les règles. Après, le droit d'urbanisme est un droit, et le droit de la prévention des risques est un droit complexe, le droit de l'environnement est un droit complexe, le droit de la construction est un droit complexe, toutes les catégories juridiques sont des droits complexes. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de rajouter des règles? Alors, moi je ne parle pas de loi ou de loi, je parle du code de l'urbanisme en fait. C'est juste les règles du code de l'urbanisme telles qu'elles ont été complétées et modifiées. Le code de l'urbanisme aujourd'hui, il a une structure qui est relativement claire, c'est-à-dire qu'on a des principes généraux, on a des planifications territoriales à des échelles qui sont de plus en plus fines, et normalement quand on arrive à l'échelle la plus fine, qui est l'échelle du plan local d'urbanisme et l'échelle de la planification des risques, on est censé, quand on a fait les choses correctement et quand on a écouté un peu l'avis des autorités environnementales et tout ça, on est censé pouvoir au plus près et au niveau du zonage territorial prévoir ces règles-là. Si vous avez correctement prévu ces règles-là, le juge ne vous condamnera pas pénalement pour homicide involontaire et tout ça. Donc il faut être un petit peu... Nous on est dans la pratique aussi, on a travaillé beaucoup, on a fait des guides pour essayer de réexpliquer la question des problématiques environnementales dans ces éléments-là. Il y a quelque chose qui me surprend un peu dans votre façon de penser de façon globale, qui est un problème global de certains élus, c'est que vous êtes encore dans une dimension aménageuse. C'est-à-dire que vous êtes dans une dimension qui est de... Alors, je vous le reproche pas. Mais c'est l'État qui... Parce que l'État fonctionne de cette façon-là. C'est ça, c'est ce que je comprends. L'État veut du logement. Vous aurez des sous si vous êtes dans une fonction aménageuse. Derrière la fonction aménageuse, il faut toujours rappeler qu'est-ce qu'on cherche derrière l'aménagement. Est-ce que l'aménagement, c'est la construction à tout prix et donc l'artificialisation? Et aujourd'hui, désolé, mais on a des limites planétaires qui s'imposent à nous et on ne peut plus. Il y a des territoires où on n'a pas assez d'eau, on ne peut plus. Il y a des territoires, vous l'avez dit sur Valence. Valence, c'est un problème d'urbanisation, c'est aussi un problème agricole. Encore une fois, je le redis, la question de l'urbanisation et d'occupation des sols, c'est pas qu'une question de à quel endroit on met des habitations. La question des habitations, c'est grosso modo 60% du problème. 40% du problème, ça reste aussi les questions agricoles. À Valence, et vous allez voir parce qu'on va finir par en parler, le problème de Valence, c'est aussi les choix qu'on a fait d'agriculture qui font qu'on a appauvri les sols, qu'on a supprimé les haies, qu'on a rendu disponible de la ressource en eau qui ne l'était pas avant parce qu'elle était stockée dans les sols. Donc voilà, il faut moi je suis plutôt positif, et par rapport au droit d'urbanisme, je trouve quand même très négatif et très noir par rapport à ça. On fait beaucoup de contentieux à France Nature Environnement et dans nos associations, du contentieux parfois qui est au soutien des collectivités, du contentieux parfois qui est contre des collectivités. Moi j'ai fait des contentieux et j'ai gagné des contentieux où j'ai fait annuler des plans local d'urbanisme, pas l'intégralité du plan local d'urbanisme, mais uniquement le plan local d'urbanisme en tant que il n'intégrait pas suffisamment la protection du milieu aquatique, etc., etc. L'exemple que vous prenez est un exemple qui, à mon avis, n'est pas révélateur de ce qui se passe sur le territoire. Dans les contentieux qu'on a, nous, en France, de façon globale,
Là où on fait des contentieux et là où il y a des annulations de documents d'urbanisme, c'est surtout parce qu'il y a trop d'espaces qui ont été ouverts à l'urbanisation, alors qu'il n'y avait pas de besoin en face par rapport à ça, et c'est surtout des dossiers comme ça qu'on a. Regardez la jurisprudence et regardez c'est surtout ça le problème, c'est souvent que des élus sont dans une dynamique aménageuse, sont dans une dynamique, il faut que j'accueille le plus de personnes possible et que je montre à la fin de mon mandat que j'ai aménagé, parce que c'est des signes positifs et en plus j'aurai plus de sous de la part de l'État, donc c'est un problème plus profond. Hein. Et c'est un peu ça le sujet aussi, quoi. Alors, on va pas y rester 2 heures, mais très simplement, moi, je ne peux pas accepter ce que vous dites parce que c'est pas vrai. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les maires, pour la plus grande majorité, souvent ne veulent pas et on leur impose des constructions. Et l'aménagement du territoire, il faut bien comprendre que vous me dites qu'on est aménageur, mais heureusement qu'on est aménageur, parce que si on n'était pas aménageur, on ne servirait pas à grand-chose. Mais l'aménagement, ça peut être un aménagement vertueux de transformation même de l'existant. Je vous rappelle en passant que l'urbanisation, jusque dans les années 80, c'est l'État qui l'a fait. Et que bien souvent, c'est l'État qui a construit n'importe comment. Et il a fallu attendre 20 ans pour avoir les premiers plans de prévention des risques naturels, parce qu'avant, la question ne se posait même pas. Donc les maires sont arrivés dans un deuxième temps. Alors après, bien sûr, il y a toujours des exceptions de certains qui ont fait n'importe quoi, et ça, c'est comme tout. Mais je ne peux pas vous entendre dire ça, tout simplement parce que la vision que vous écrivez, c'est une vision qui est vraiment caricaturale. Moi, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire d'un côté, vous devez toucher à rien, mais vous êtes responsable de tout. Il faut créer de la richesse, il faut réindustrialiser la France, mais en même temps, vous ne ferez rien. Et malheureusement, moi, je veux bien qu'on soit toujours dans le plus, mais vous avez quand même un principe de base dans un pays, c'est qu'une nation qui ne crée pas de richesse n'investit pas, une nation qui n'investit pas, elle s'effondre, tôt ou tard. Et aujourd'hui, les élus sont quelque part, sur le terrain, la base de ce fondement. Mais quand vous me dites qu'on fait n'importe quoi, qu'on veut tout bétonner et faire des champs, mais attendez, moi les zones agricoles, c'est pas forcément moi qui décide où on les met. Ce sont des notions qu'on nous impose aussi. Et après, la méthode d'agriculture, je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'elles évoluent, là-dessus il n'y a aucun problème, moi je suis le premier partisan de ça aussi. Mais dans toutes les missions que j'ai fait dans toute la France, et dans tous les territoires de l'Est à l'Est, du Nord au Sud, je peux vous dire que tous les élus sont confrontés aujourd'hui au même problème, c'est qu'on n'est pas maître de rien mais responsable de tout. Et ça, pourquoi 50 maires par mois démissionnent dans ce pays? Pourquoi on en est là aujourd'hui à porter des écharpes noires? C'est tout simplement parce que le monde que vous décrivez n'existe pas. C'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, vous êtes dans un État qui est hyper centralisé, qui vous a privé de l'autonomie décisionnelle, qui vous a privé de l'autonomie fiscale et qui aujourd'hui est sur le point de vous priver de l'autonomie financière. Et aujourd'hui, on n'est plus que quelque part des courroies de transmission. Et ça, c'est pas acceptable et c'est pour ça qu'on en est là. Et malheureusement, il faut que je vous abandonne. Mais c'est pas une volonté de faire le débat, malheureusement, comme je vous disais, je suis attendu. Mais en tout cas, voilà. Lâchez au milieu du débat. Je vous lâche, je vous abandonne. Alors qu'en plus, on allait justement parler un peu de la place des autorités scientifiques ou autres sur justement ça aurait été vous avec grand aider plaisir. peut-être à appuyer votre regard. Faut que j'aille râler. Allez râler, mais en même temps, donc on vous suit sur cette commission, que vous allez, j'imagine, être un peu force de proposition quand même. Oui, bien sûr. On part de ce constat c'est ça qui est intéressant. Et on va donner des solutions, mais en tout cas, les propositions, l'idée de l'AMF, c'est quoi? C'est toujours d'être force de proposition pour en sortir. Parce que nous, on n'est pas là juste pour être assis et dire ça marche plus, on est malheureux. Non, ce qu'on veut, c'est que ça change. Et encore une fois, pour que le système change, il faut le réinventer des fondations jusqu'au sommet parce qu'il ne marche plus à aucun niveau. Et moi, ce que je dirais juste pour conclure... Qu'est-ce que vous auriez là comme proposition concrète dans cette commission? Je vous le disais, l'autonomie, il faut qu'on puisse travailler sur le terrain, il faut que la décentralisation ne soit plus juste un morceau de papier, mais une réalité concrète. Il faut qu'on retrouve notre indépendance d'investissement qu'on n'a plus. Et il faut qu'on soit libre d'aménager nos territoires pour que si à la fin on doit être responsable de quelque chose, ce soit de nos actions et pas de ce qu'on nous a imposé. C'est là que les avocats ont un rôle très important à jouer, parce que beaucoup d'élus aujourd'hui ne mesurent pas à quel point, je vous le dis très clairement, ils seront lâchés en race campagne le jour où il y aura un vrai problème, et à quel point ils seront seuls quand il faudra prendre les décisions opérationnelles, notamment en temps de crise. Voilà, en tout cas, merci pour l'invitation. Merci mais vous savez, on peut être vraiment travailler dans le même sens. Vous allez continuer le dialogue. Merci à vous. Merci. Merci. Du coup, on peut continuer, je crois. Il nous reste, merci monsieur le maire. On continue quand même encore 10 minutes, me semble-t-il, la table ronde. Alors moi, justement, je vais peut-être laisser, du coup, vous récupérer le micro, Antoine. Est-ce qu'en effet, il y a, en tout cas, moi, je regardais hier le débat, les maires sont très, à chaque fois, assez en tout cas en colère contre ces obligations de logement, de ce que je comprends, sociaux, et en même temps, comme vous venez de le dire, de peut-être pas être dans de l'aménagement absolument et d'avoir une réflexion sur peut-être n'aménageons plus du tout ou restons dans l'existant qu'on peut rénover. Donc est-ce qu'il y a en effet un vrai hiatus là-dessus
Est-ce que ça c'est vrai? C'est-à-dire est-ce qu'il y a en effet des injonctions contradictoires, l'État demandant des logements sociaux peut-être dans des territoires où on ne peut plus le faire écologiquement, environnementalement, et par ailleurs est-ce que la science, est-ce qu'un regard d'un tiers scientifique peut être un appui dans le dialogue entre finalement les maires et l'État? Alors ce qui est absolument certain, c'est qu'il y a des contradictions étatiques très très fortes sur la question environnementale. Mais nous, on est les premiers en tant qu'association de protection de l'environnement à les subir. C'est-à-dire que entre ces réglementations qui vous imposent de réfléchir au zéro artificialisation, qui vous imposent de réfléchir net, qui vous imposent de réfléchir à la fonctionnalité des sols et ces politiques environnementales, je rappelle quand même que si on a fait les lois montagne, littoral, si on a fait la loi SRU, c'est quand même, enfin il faut quand même le dire, désolé d'être là pour le dire ici, mais c'est quand même des réalités scientifiques celle-là, c'est quand même parce que quand on a fait les premières lois de décentralisation et quand on a laissé les élus commencer à faire des choses sur le territoire, on a bétonné les côtes, on a bétonné les espaces littoraux, on a dégradé les espaces naturels, enfin il faut quand même le dire, si on a mis en place ces lois-là, c'était des lois de protection de l'environnement. Après, c'est vrai, et là j'entends et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, on a des contradictions fortes parce que l'État nous donne des objectifs environnementaux, mais ne donne pas les moyens pour les mettre en œuvre. Et en plus, pose des contradictions importantes avec sa politique de création de richesses et il faut réindustrialiser, etc. Et là, on a une vraie contradiction étatique interne. Je vous donne un exemple. Pour les questions environnementales, on nous a annoncé l'année dernière le fonds vert. Le fonds vert, c'était 2 à 2,5 milliards par an jusqu'à la fin du quinquennat. C'était un engagement de 10 milliards pour les collectivités pour pouvoir accompagner la transformation des territoires. C'est quelque chose que nous, on a salué, c'est quelque chose qu'on demandait depuis longtemps. C'est un engagement qui avait été fait. Vous avez des élus et en lien avec des associations environnementales qui ont commencé à développer des projets, qui ont commencé à lancer des investissements sur ce sujet-là. Et dernière discussion au Parlement sur le projet de loi de finances, on nous annonce que le fonds vert va passer de 2,5 à 1 ou 1,5 milliard, c'est-à-dire qu'on divise par plus de 2 l'investissement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose avec 10 milliards ou avec 4 milliards, quoi. Donc là, pour le coup, effectivement, l'injonction, elle est contradictoire. Mais cette injonction contradictoire, elle vient aussi de la place qu'on donne aux questions environnementales au niveau étatique. Et là, je partage ce qui a été dit aussi pour le coup sur ce sujet-là. À la fin, c'est les maires qui sont responsables, alors qu'effectivement, on ne leur a pas donné les moyens et qu'on n'a pas développé une politique environnementale suffisamment ambitieuse sur ça. En ce moment, on est en train d'abandonner la politique environnementale. Abandonner la politique environnementale dans une situation de crise écologique majeure avec des phénomènes intenses qui vont se multiplier, ça veut dire effectivement, dans les années qui viennent, de gros problèmes sur les territoires, des problèmes humains importants et des problèmes de responsabilité des élus. Mais après, moi je suis juriste, hein, j'ai fait des dossiers devant les juges, des dossiers en responsabilité aussi. Le magistrat, il regarde en détail ce qui s'est passé. Et le magistrat, il est capable aussi de faire la part des choses entre les moyens qu'a eu l'élu local pour pouvoir mettre en œuvre ses politiques, la contradiction, l'absence de moyens, la volonté dans les documents d'urbanisme. Excusez-moi, mais quand un élu se fait pénalement, personnellement reconnaître responsable, c'est qu'il n'a pas mis en œuvre de plan de prévention des risques alors qu'il a été mis en demeure de le faire par la préfecture, c'est que ces documents d'urbanisme ont été annulés à plusieurs reprises parce qu'ils n'intégraient pas suffisamment la question des risques environnementaux, etc. etc. Je peux quand même pas laisser dire que les élus s'exposent toujours à des sanctions pénales. On a un principe de réparation en France qui est qu'il faut que, quelle que soit la situation, une réparation soit apportée aux victimes. Et obliger une réparation ne veut pas forcément dire reconnaître la culpabilité pénale de la personne qui représentait ici la collectivité. Donc il faut faire avoir un peu de mesure entre socialement, entre la réparation et la responsabilité pénale des maires. On a des réparations dans la majorité des cas qui sont faites sans reconnaître de responsabilité pénale des maires. C'est pas de la responsabilité délictuelle très souvent, c'est de la responsabilité administrative classique, quoi. Et c'est de la responsabilité sans faute. Parce que d'un point de vue juridique, on a mis en place des mécanismes de responsabilité sans faute pour pouvoir permettre la réparation. Et on a des fonds pour ça. Cela dit quand même, à la décharge des maires, le droit de l'environnement est ultra technique. Et donc, dans des petites communes, c'est quand même compliqué, on ne va pas se mentir, le droit est déjà complexe. Le droit de l'environnement est technique et en plus, il est quand même dans des sources qui sont à chercher un peu partout. Il y a le code de l'urbanisme, il y a le droit de l'environnement, etc. Donc on peut comprendre qu'il y ait, à mon avis, un sujet pour les maires sur le conseil, sur l'accès au droit et ensuite comprendre la hiérarchie des responsabilités. Alors j'entends que les magistrats font la part des choses. Moi, je vais vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les contentieux qui sont menés, vous pensez qu'il y a un levier, je parle du point de vue du contentieux, pour justement avoir finalement
une plus grosse responsabilité de l'État qui l'obligerait finalement à repenser sa politique environnementale. Est-ce que c'est un levier, le contentieux? Oui, c'est clairement un levier. Enfin, on travaille beaucoup pour démontrer que sous prétexte de simplification administrative, parce qu'on s'en est pris des lois de simplification administrative, dans les lois de simplification administrative, c'est toujours l'environnement le problème. Et à chaque fois, on détricote les règles, et en fait, sous prétexte de simplification, en fait, on complexifie la règle. C'est-à-dire qu'on rajoute des dérogations, on rajoute des exceptions, et on fait qu'on a un mécanisme juridique qui est illisible. Aujourd'hui, quand j'ai un projet qui arrive sur un territoire et que mes associations territoriales me disent quelle va être la procédure sur ce projet-là, je suis incapable de répondre. Il y a 20 ans, j'étais capable de répondre. Je disais, c'est un projet, il est dangereux, il est soumis à autorisation, il y aura une enquête publique, voilà le rôle du maire et voilà le rôle des autorisations d'urbanisme. C'était très clair. Aujourd'hui, on a mis des dérogations, on a mis de la complexité parce qu'elle a été demandée beaucoup par les industriels pour faciliter les projets. Et aujourd'hui, il faut attendre que le préfet fasse son cas par cas, il faut voir s'il y a une évaluation environnementale, il faut attendre l'avis de l'autorité environnementale. C'est devenu un truc complètement débile et ubuesque. Et on est en train, nous, de travailler pour mettre un petit peu en responsabilité l'État sur ça, parce que là, on a une nouvelle loi de simplification qui arrive en disant on commence par évaluer l'effet simplificateur des lois précédentes. Et si on fait cette évaluation, on va voir qu'en fait, on a eu un effet complexificateur de ça, la force de rajouter des techniques et des dérogations. Et effectivement, c'est une très bonne idée, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup, et c'est ce que doivent faire les maires souvent, c'est de dire si on en est là, c'est parce qu'effectivement, l'État, dans sa contradiction interne, entre des politiques de création de richesse et des politiques de renaturation et de protection de l'environnement par rapport aux limites planétaires, eh bien, nous construisons des mécanismes juridiques qui sont impossibles à mettre en œuvre. Et ça, on est les premiers à le dire au niveau national et à le porter au niveau des débats parlementaires. On est potentiellement parfois même auprès des collectivités territoriales en contentieux de responsabilité, parce que nous, on a aussi porté ces sujets-là avec les collectivités. Donc je pense que sur ça, on va dans le même sens. Et après, il y a effectivement un problème fondamental, mais je pense que là c'est un problème éminemment politique pour le coup. Est-ce que l'objectif global de création de richesse a encore un sens. Et encore un sens? On a fait au Conseil économique, social et environnemental la semaine dernière, il y avait un débat sur croissance versus décroissance, qui était un débat d'analyse de controverse. Je vous invite à aller voir ça, c'est très intéressant. Le Conseil économique social, c'est pas des dangereux activistes écologiques, ça. C'est 80 organisations de la société civile, il y a le MEDEF, il y a la FNSEA, il y a tout le monde autour de la table, et on a discuté collectivement sur ce sujet, croissance, décroissance, quels sont les éléments du débat, et on est arrivé sur ce sujet, sur ce nœud-là, qui est la question de la création de richesse infinie dans un monde fini par rapport aux limites planétaires actuelles. Merci. Alors, je sais, on a encore un peu de temps, ou c'est ça, il faut rendre l'antenne. Est-ce qu'on peut, on a encore 3 minutes, d'accord, et on peut laisser la place aux questions ou pas du tout? S'il y en a, bien sûr. Donc voilà, donc si jamais il y a des questions parmi vous, alors je ne sais pas jusqu'où s'étend le débat, mais en tout cas, n'hésitez pas, il nous reste 3 minutes. Donc je vois qu'il y a peut-être des élus, je vois des avocats et des avocates, mais il y a peut-être des élus. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, moi, je voudrais juste dire une chose, parce que là, évidemment, c'est la table ronde du Conseil national des barreaux, c'est de dire que, en fait, bien sûr, les avocats ont depuis très longtemps, j'ai envie de dire, de par notre activité, un accompagnement sur le droit de l'environnement, mais je dirais qu'au Conseil national des barreaux, la volonté de la présidente actuelle d'avoir créé ce groupe de travail environnement, c'est aussi d'avoir le sentiment qu'il y a également une réflexion politique de la part des avocats sur à la fois un accompagnement des acteurs on va dire, principaux sur l'environnement. Donc ça, c'est évidemment toute la question de la formation, l'accompagnement juridique, mais aussi une réflexion qu'on peut avoir de notre part à nous sur, en effet, la croissance, l'activité, la place, en effet, qu'on donne aux droits de l'environnement et notamment, par exemple, aux outils contentieux dans le cadre de la simplification. Et ce qu'on ne faisait pas pendant très longtemps, c'est-à-dire les affaires publiques, et je vois là Anne-Charlotte Varin, je pense que là, aujourd'hui, le Conseil national des barreaux a aussi une réflexion, j'ai envie de dire parlementaire et de lobbying sur la question en fait, de la vision législative qu'on peut avoir du droit de l'environnement, qui n'est pas que un droit technique, mais qui évidemment sous-tend une réflexion politique à laquelle on ne peut échapper. Et donc voilà, je pense qu'ici, certainement que c'est là peut-être que se portent les enjeux des nœuds de contradiction, mais on peut aussi faire corps avec... en tout cas, être entendu dans, je vois là, l'Association des maires de France, parce que, comme vous le dites, il y a ceux qu'on peut convaincre, et il y a aussi un certain nombre de maires, il faut le dire, qui ont une réflexion écologique,
pas d'ailleurs simplement que les maires qui sont sur la liste écolo, mais qui du coup tendent aussi à avoir dans ce peu d'autonomie des réflexions quand même sur les politiques de la ville. Il y en a. Et je pense que nous, au CNB, on peut aussi avoir une politique de l'avocat quant à sa responsabilité sur les enjeux climatiques. Ça peut être le déplacement, ça peut être l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a toute une série de réflexions. Voilà. Donc, je pense que là, on doit rendre l'antenne. Moi, je voulais vraiment remercier Antoine. Allez, une dernière petite annonce, Antoine, parce que vous avez aussi un colloque, non, je crois. Oui, en fait, ce qu'on fait aussi à France Chrétien Environnement et dans nos associations, c'est qu'on essaye de créer des instruments et des outils d'aide à la décision pour pouvoir accompagner nos associations territoriales dans leurs discussions avec les collectivités territoriales à l'occasion des plans locaux d'urbanisme, etc. On a un outil intéressant qui s'appelle les scopes. On a un métascope sur la question des méthaniseurs, on a un néoloscope sur la question des éoliennes. On est en train de finaliser un zanoscope, qui est un document dans lequel on liste les bonnes questions à se poser et à quel moment poser les bonnes questions. Donc c'est des documents un peu techniques, mais qui permettent justement d'accompagner la lecture du droit et de ses objectifs et de donner les outils pour pouvoir créer le débat territorial sur ces sujets-là. Et je le redis encore une fois, une politique publique territoriale à l'échelle des communes est une politique inapplicable et incomprise si elle n'a pas été construite avec les citoyennes et les citoyens. Et les citoyennes et les citoyens qui sont compétents en matière de protection de la nature, qui gèrent des espaces naturels, qui font le suivi des espèces et qui ont ces compétences-là, ils sont dans les associations environnementales. Mais je crois que ça, les élus le savent parce qu'on travaille en général de façon très constructive et très proche avec les collectivités territoriales sur ces sujets. Merci. Nous aussi, on est en train de réfléchir à un guide sur la transition écologique et les avocats avec un certain nombre de calculateurs sur cette transition écologique parce qu'on doit aussi faire notre propre réflexion. Merci beaucoup à tous et à toutes et je crois que je laisse la place à une table ronde qui a un peu un lien d'ailleurs sur les libertés fondamentales. J'ai envie de dire que sur les activistes environnementaux, quelquefois les libertés fondamentales sont un peu malmenées. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes.